Il est 6h sur Europe 1. Europe 1 matin. Alexandre Lemaire. À la une ce lundi, d'abord la Grèce, frappée par les incendies. La plus grande opération d'évacuation qu'ait connue le pays vient d'avoir lieu ces dernières heures sur l'île très touristique de Rhodes. Nous serons sur place dans quelques instants avec l'envoyé spécial d'Europe 1. Lendemain d'élections en Espagne où les urnes ont été dépouillées jusque tard dans la nuit. Le résultat est très serré. Le Parti populaire de droite arrive légèrement en tête, mais pas de majorité absolue. Le Parti socialiste du Premier ministre sortant Pedro Sánchez termine plus haut que prévu. L'avion d'Emmanuel Macron survole en ce moment même va vers la Nouvelle-Calédonie. Atterrissage du président à Nouméa prévu dans la matinée. À 13h, tout à l'heure, le chef de l'État s'adressera aux Français lors du journal télévisé. Prise de parole très attendue pour clôturer les fameux 100 jours. Que va-t-il dire ? On fera le point avec notre envoyé spécial Alexandre Chauveau. Et puis la fronde des policiers marseillais. Les agents de police dénoncent la détention d'un des leurs. À défaut de faire grève, les arrêts maladie se multiplient. Le journal de 6h sur Europe 1. Jacques Sauret. Bonjour Jacques. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Quand les vacances tournent au cauchemar, c'est ce que vivent des milliers de touristes en Grèce et plus précisément ceux qui ont choisi l'île de Rhodes. Et en plus de la canicule, les incendies font des ravages et face à la progression des flammes, 30 000 habitants et vacanciers ont déjà été évacués en urgence par tous les moyens. Mais il reste encore du monde. Clémentine Athanasiadis, vous avez passé la nuit à l'aéroport de Rhodes. Des familles avec enfants, des jeunes et des couples de retraités originaires d'Allemagne, d'Angleterre, de Slovaquie, de France ou d'Italie. Ils ont le même désir, quitter Rhodes au plus vite. Les touristes chargés de valises forment de longues files devant les comptoirs d'enregistrement. D'autres attendent encore leur vol dans le hall des départs. Certains sont endormis sur des chaises mises à disposition. D'autres sont allongés sur leurs serviettes de plage étalées par terre. Parmi tout ce monde, des bénévoles grecs s'activent et distribuent de l'eau, des plats préparés ou encore des matelas gonflables. Katrina, son mari et leur fille s'apprêtent à embarquer direction la Slovaquie. Ils se rappelleront longtemps de leurs vacances écourtées de plusieurs jours. Katrina évoque les cendres qui volaient dans l'air, un ciel enveloppé d'épaisses fumées noires et leur évacuation précipitée vers la ville de Rhodes. Éprouvée, la famille ne cache pas son soulagement de partir. Je ne suis pas contente que mes vacances aient duré seulement 3 jours et demi, mais je suis contente de rentrer. On aurait dû rester 8 jours. Je suis fatiguée, épuisée, mais contente de rentrer. Toute la nuit et encore ce matin, des groupes de touristes ont pu prendre des vols pour quitter l'île au compte-gouttes. On ressent chez toutes ces personnes une certaine sidération et beaucoup de fatigue. Clémentine Athanasiadis, correspondante d'Europe 1 en Grèce. L'actualité de ce lundi, Jacques, c'est aussi les législatives anticipées en Espagne. Oui, c'était jour de vote hier chez les voisins ibériques. Le résultat des élections législatives a été dévoilé au bout de la nuit après un dépouillement très serré. La droite arrive en tête mais n'obtient pas la majorité absolue. Le Premier ministre sortant, Pedro Sánchez, pourrait donc rester au pouvoir. Le reportage de Caroline Baudry, envoyée spéciale d'Europe 1 à Madrid. Une nuée de drapeaux rouges envahit la rue du siège du Parti socialiste. Ne passerez, vous ne passerez pas, scande la foule. Slogan prononcé dans les années 30 face au dictateur Franco. Le bloc de gauche se maintient et fait mentir les sondages, sourit Miguel, un écrivain de 55 ans. Avec ces résultats, c'est comme s'il y avait un certain réveil d'une bonne partie de l'Espagne. Alors qu'il se passe des choses extrêmes, je parle de la montée de Vox, c'est un parti comme il peut y en avoir en Pologne ou en Hongrie, qui sont contre la démocratie. Pas d'arrivée au pouvoir de Vox ce soir, faute de majorité pour la coalition de droite, mais quelques kilomètres plus loin, le siège du Parti populaire, même liesse, même marée de drapeaux, devant le candidat Feijóo qui rafle 136 sièges au Parlement. Un soulagement pour Zoila, 60 ans, femme de ménage. Il y a eu trop de problèmes ces dernières années, surtout économiques. Alors j'espère que grâce au Parti populaire, ça va changer. Mais en réalité, c'est maintenant que commencent les problèmes, avec les coalitions et le reste. Igual à igual, souffle un chauffeur de taxi. Si aucune majorité ne se dessine, un nouveau scrutin pourrait avoir lieu, alors que le pays a déjà connu 4 élections générales entre 2015 et 2019. Madrid, Caroline Baudry, Europe 1. Caroline Baudry, envoyée spéciale d'Europe 1 à Madrid. À l'autre bout du monde, aux antipodes, même Emmanuel Macron arrive ce matin, Jacques, en Nouvelle-Calédonie. Le début d'un périple de 5 jours pour le chef de l'État en Océanie. Emmanuel Macron se rendra également cette semaine au Vanuatu et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Quelques heures seulement après son arrivée à Nouméa, le chef de l'État répondra aux questions de TF1 et de France 2 à 13h à la mi-journée. Alexandre Chauveau, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en Nouvelle-Calédonie. L'interview est attendue. Elle vient clôturer les fameux 100 jours
mesure qu'Emmanuel Macron avait fixée en avril dernier. Oui, absolument. Prise de parole attendue, longtemps repoussée et qui intervient donc 10 jours après le 14 juillet. L'Élysée a hésité sur la forme. Il a notamment été question d'une lettre aux Français dans la presse régionale. Ce sera finalement le 13h de TF1 et France 2. Manière de boucler la boucle alors qu'Emmanuel Macron avait choisi ce même format 2 jours après l'adoption de la réforme des retraites en mars dernier. L'interview se fera donc à distance depuis Nouméa. Et le chef de l'État a donc prévu de faire le bilan des 100 jours. Il devrait aussi livrer sa lecture des émeutes qu'il n'a jusqu'ici que très peu commentées, réclamant du temps pour en comprendre les raisons. Le président devrait enfin fixer le cap sur la rentrée et les chantiers qu'il souhaite mettre en avant. La question de l'ordre et celle de la planification écologique notamment. Alors pas de nouvelles annonces nous dit-on, mais après avoir pris la parole en ouverture du Conseil des ministres vendredi, Emmanuel Macron a souhaité un moment plus direct et pédagogique avec les Français, même si en parlant en plein cœur de l'été, l'impact risque d'être un peu plus faible. Interview enregistrée dans les conditions du direct, 2 heures avant sa diffusion, à 20h, heure locale, ici à Nouméa. Alexandre Chauveau, envoyé spécial d'Europe 1 en Nouvelle-Calédonie. Europe 1, il est 6h06, la suite de votre journal, Jacques Serry, Alexandre Lemaire. C'est une déclaration qui fait beaucoup réagir ces dernières heures, celle du grand patron de la police. Frédéric Vaux, le directeur général de la police nationale, s'exprime dans les colonnes du Parisien ce matin et il réagit à la détention d'un agent de la BAC Nord de Marseille. Celui-ci est accusé d'avoir violenté un jeune homme en marge des émeutes début juillet. Pour Frédéric Vaux, avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison. Alors est-ce pour calmer le ressentiment des agents marseillais? Sur place, en signe de protestation à cette détention, de nombreux agents se sont mis en arrêt maladie. Conséquence, dans la cité phocéenne, il est devenu presque impossible de déposer plainte dans les commissariats par manque d'effectifs. Le syndicat Unité SGP Police continue d'appeler l'ensemble des policiers à assurer un service minimum. Pour Bruno Bartocchetti, le secrétaire national de ce syndicat, ce n'est peut-être que le début. Sur cet appel, pour l'instant, ça a duré indéterminé. Nous allons avoir des réflexions encore sur ce thème-là. Nous allons encore voir quelles sont nos possibilités d'action. Il y aura des rencontres forcément avec le ministère, avec la direction générale. Il faut qu'on sorte de cette impasse, mais il faut qu'on ait des garanties, nous, de travailler dans des conditions normales. Tant qu'on n'aura pas de garantie, nous allons continuer notre action. Bruno Bartocchetti, ce midi, Emmanuel Macron s'adresse aux Français. Qu'est-ce que vous attendez de cette prise de parole? S'il ne s'adresse pas aux policiers, ce serait vraiment regrettable. On attend de lui qu'ils reconnaissent notre engagement, notre travail. On ne demande pas un passe-droit, on ne demande pas un permis de tuer, on ne demande pas d'avoir une étoile de shérif, on demande juste d'avoir une protection juridique et d'être considéré en tant que tel quand on se retrouve pris dans un étau judiciaire dans l'exercice de nos fonctions. Le secrétaire national du syndicat Unité SGP Police au micro européen de Geoffrey Branger. Ce dossier devrait être sur la table à Matignon. Elisabeth Borne réunit tous les membres de son gouvernement ce matin, 4 jours après l'annonce du remaniement. Au programme du petit déjeuner également la santé, l'éducation, la sécheresse, la rentrée scolaire et les efforts budgétaires. Voilà un autre dossier très politique ou plutôt diplomatique. Le panda du zoo de Beauval va s'envoler demain pour la Chine. Oui, souvenez-vous Alexandre, il y a près de 6 ans naissait Yuan Meng dans le parc du Loir-et-Cher. Il était le premier bébé panda géant né en France. Sa naissance était un événement à l'international à l'époque. Depuis, il a fait le bonheur de milliers de visiteurs à Beauval. Mais voilà, l'ours noir et blanc va quitter la France demain pour aller se reproduire chez nos amis chinois. L'objectif est de faire perdurer l'espèce, mais au-delà de ça, le panda relève aussi d'une grande importance pour l'empire du milieu, Sébastien Le Belzic. Si ces nounours noirs et blancs sont devenus le symbole de la Chine, c'est parce qu'elle en a le monopole. Il n'y a qu'en Chine, dans les forêts du centre du pays, que les pandas naissent à l'état sauvage. On n'en trouve nulle part ailleurs dans le monde. Alors Pékin a décidé d'en faire le cadeau symbole de ses bonnes relations diplomatiques. Si dans les années 50, c'est plutôt aux pays amis du bloc communiste que Pékin offrait ses mangeurs de bambou, dans les années 70, les pandas ont commencé à voyager un peu partout dans le monde, scellant le rapprochement historique avec les États-Unis, puis les accords commerciaux et diplomatiques avec le Japon, le Canada, l'Allemagne et bien sûr la France. Seule différence, depuis 1984, les pandas ne sont plus donnés mais loués contre des sommes conséquentes. 800 000 € par an pour les 2 pandas du zoo de Beauval. À l'inverse, quand le torchon brûle, le panda doit rentrer chez lui. Ce fut le cas au printemps dernier quand Yaya, prêté aux États-Unis il y a 20 ans, a été rapatrié, signe des tensions grandissantes entre Pékin et Washington.
Les explications de Sébastien Le Belzic pour Europe 1. Les obsèques de Jane Birkin auront lieu aujourd'hui, Jacques. Oui, les obsèques de la chanteuse décédée la semaine dernière auront lieu ce matin à l'église Saint-Roch dans le 1er arrondissement de Paris. La cérémonie réservée à l'entourage familial et amical débutera à 10h. Un écran géant sera installé pour permettre à la foule d'y assister depuis l'extérieur. Il faut dire que depuis l'annonce du décès de Jane Birkin la semaine dernière, nous sommes nombreux à nous replonger dans ses œuvres, à l'image de ses fans rencontrés par Delphine Schiltz dans un grand magasin parisien. Ex-fan de 60s, petite baby doll. Sur les étagères, la rangée de CD font à vue d'œil de la Jane des 70s, cheveux mi-longs et chemise froissée, à la Jane coupe à la garçonne. Monique, qui fouille dans les albums, repart avec un florilège de tubes. Je vais écouter ça en rentrant chez moi. Je suis très triste, ça n'a pas l'air, mais on est triste. Il y a beaucoup de souvenirs qui ressortent. Je t'aime, moi non plus. C'était les copains de l'été, c'était le bac. C'est chargé de plein de choses. Pour Virginie, ce sera un best-of et l'album Baby Alone in Babylon, sorti en 1983. Elle a toujours fait partie de ma vie, musicalement et dans les films aussi. J'ai envie de réécouter des titres. Fuir le bonheur, de peur qu'il ne se sauve. Indémodable Lady Jane, Marianne a vu 3 de ses concerts. Elle craque pour le dernier album de Birkin, produit par Étienne Dao. C'est des chansons à texte qui sont très profondes. Elle parle. Elle me parle. Sophie, quant à elle, emporte le DVD du film Jane par Charlotte, l'hommage d'une fille à sa mère qui l'a beaucoup émue. Toujours plus haut, le soleil above, radieux. Le reportage de Delphine Schiltz pour Europe 1. Merci Jacques Serret, très bon réveil à tous sur Europe 1, il est 6h11. Dans quelques minutes, la météo des plages. D'abord les sports. Avec Lucas Courtin qui vient de nous rejoindre. Bonjour Lucas. Bonjour Alexandre. On commence par la natation et les championnats du monde qui se déroulent en ce moment au Japon. Ouais, un Léon Marchand historique. Hier, le Français a décroché l'or sur 400 mètres 4 nages en pulvérisant le record d'un certain Michael Phelps de plus d'une seconde. C'est d'ailleurs l'Américain en personne qui est venu lui remettre sa médaille comme un symbole. Une performance exceptionnelle pour le nageur toulousain qui n'en revenait toujours pas du temps à l'arrivée. C'est super, c'est génial. C'est un temps incroyable. Déjà l'année dernière, j'avais fait 4-4. Là, j'arrive à travailler mieux cette année et faire mieux ce soir, donc c'est génial. Je suis avec un super coach, un super groupe d'entraînement. Et voilà, j'en vois les résultats ce soir, donc je suis content. Ouais, seulement 21 ans pour Léon Marchand qui décroche déjà son 3e titre de champion du monde et sûrement pas le dernier puisqu'il est engagé sur plusieurs épreuves. D'ailleurs, le programme aujourd'hui, la France a 2 nouvelles chances de médaille avec Marie Wattel en finale du 100 mètres papillon et Maxime Crousset en finale du 50 mètres papillon. On passe au foot, Lucas, avec la Coupe du Monde féminine. La France rate son entrée en lice face à la Jamaïque. Oui, les Françaises sont logiquement dominé ce match, sans pour autant trouver la faille dans cette défense en bloc mise en place par les Jamaïcaines. Trop brouillonne et pas assez réaliste devant le but. Elle concède donc le match nul 0-0. Pour la capitaine Wendy Renard, rien d'alarmant, même si les Bleus avaient tout pour s'imposer. On a eu encore une fois les situations. Je pense qu'en première mi-temps, il y a eu trop de pertes de balles. On a manqué de justesse technique pour pouvoir mettre plus en difficulté cette équipe face à. Ouais, c'était bien compact, bien agressif. Voilà, on prend un point, il reste 2 matchs, donc il va falloir gagner les 2 autres. Ouais, Wendy Renard au micro de France 2. Alors, prochain match pour les joueuses d'Hervé Renard, ça sera samedi prochain face au Brésil à partir de midi. Et d'ailleurs, les Brésiliennes sont à retrouver aujourd'hui à 13h face au Panama. Il y aura aussi un Italie-Argentine à 8h et un Allemagne-Maroc à 10h30. Un mot de Formule 1 avec le Grand Prix de Hongrie et la victoire pour Max Verstappen. Ouais, malgré la pole position de Lewis Hamilton, c'est bien Max Verstappen qui a remporté hier le Grand Prix de Hongrie. C'est sa 9e victoire de la saison et la 7e de suite. À l'arrivée, il devance la McLaren de Lando Norris et son coéquipier chez Red Bull Sergio Perez. Hamilton termine donc 4e au pied du podium. Côté français, journée cauchemardesque pour Alpine qui a vu Ocon et Gasly s'accrocher dès le premier virage suite à un contact avec l'AlphaTauri de Ricciardo qui faisait d'ailleurs son grand retour en F1. Un mot enfin Lucas de l'arrivée hier du Tour de France. Ouais, et au sprint, aux Champs-Élysées, remporté par Jordi Mus à la photo finish. Le Belge a devancé d'une demi-roue son compatriote Jasper Philipsen, vainqueur ici l'an dernier. Concernant le général, la victoire finale revient à Jonas Vingegaard, qui conserve donc sa couronne et décroche son 2e Tour de France. Tout heureux, le Danois en a tout de même profité pour saluer son adversaire pendant 3 semaines, Tadej Pogačar. C'est incroyable de remporter mon 2e Tour de France. Je ne peux pas y croire encore. C'était une bataille folle que nous avons eue pendant ces 3 semaines et je pense que ça a été une course très agréable à regarder. J'ai vraiment apprécié la bataille avec Tadej sur ce Tour de France. Jonas Vingegaard au micro de Martin Lange. Côté français, on en retrouve 2 dans le top 10 avec la 9e place de David Gaudu à plus de 23 minutes du maillot jaune et la 10e place de Guillaume Martin.
Merci Lucas, 6h14, un coup d'œil, premier coup d'œil de la semaine sur la météo des plages avec vous Estelle Gas. Tiens, on va d'abord sur les côtes de la Manche. Oui, il y aura pas mal de pluie comme je vous le disais précédemment dans la météo. L'eau sera pourtant plutôt calme avec quelques petites vagues, par exemple à Étretat, 21 sur le bord de plage et 19 degrés quand vous êtes dans l'eau. En Bretagne, à Brest, une eau à 18 degrés avec une température extérieure de 21 degrés. Sur la façade atlantique, plutôt vers la côte basque, à Biarritz, 23 degrés sur le sable et 22 degrés à l'intérieur. Et puis à l'extérieur, pardon. Et puis sur la Méditerranée, très peu de vagues. À Marseille, 33 degrés sur le sable et 23 dans l'eau. Et puis en Corse, en Haute-Corse, l'eau sera calme avec 36 degrés sur le sable et 27 dans l'eau. Et puis dans la Corse du Sud, un peu plus de vagues avec 37 à l'extérieur et 27 à l'intérieur.